des métalleux, la musique. Moi, pourquoi des métalleux hein? J'ai pas l'air d'un métalleux ou quoi? Tu as l'air d'un métalleux. Ouais, comment s'est passé déjà la... Moi, une des histoires que j'adore, c'est comment tu les as approchés. Ouais. En fait, j'avais enchaîné plusieurs albums de bande dessinée. Ah bon? Tu fais de la BD? Ouais, à côté. Mais bon, disons que ça commençait à dater. La dernière fois que j'avais travaillé en anime, j'avais travaillé 10 années chez Walt Disney. Après, 2 ou 3 ans après, j'ai repris du boulot d'animation pour le film Nocturna. Peut-être vous connaissez. Très beau film espagnol. Ouais, il est vraiment somptueux ce film. Ça a été un plaisir. Mais bon, même sur les films Disney, je restais sur ma faim par rapport à l'animation. C'est un travail très laborieux. L'animation de personnages, je parle. Après, bon, c'est un métier tellement spécialisé, tellement compartimenté, que votre travail, ça reste une petite parcelle de ce que vous voyez. Souvent, après Nocturna, quand je l'ai vu au cinéma, c'est vraiment « Ah, c'était mon plan. Ah mince, c'était mon plan, oui, mais il est passé tellement vite, et puis c'est tellement mal assisté que je ne l'ai pas reconnu. » Donc, c'est un des problèmes de l'animation. Un peu frustrant, quoi. Oui, c'est un travail qui est passionnant, très gratifiant, mais qui a ce côté un petit peu ingrat. Et malgré ça, moi, je suis animateur à la base, je me sens animateur, et ça me manquait. Après Nocturna, donc j'ai passé presque 10 ans en fait, sans faire de l'anime. Mais au bout d'un moment, ça me manquait. Je me disais, mais je voudrais pas vivre ce côté très 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 laborieux, beaucoup de travail tellement de récompenses, la récompense. oui, disons, effectivement, c'est ça. Peu de récompenses personnelles où finalement ton travail se dilue. C'est aussi la nature du métier, que ton travail se dilue dans le travail de l'équipe. Mais je me disais, j'aimerais faire de l'anime, mais j'aimerais le faire sur un truc de moi. Pourquoi pas? Je n'oserais pas faire mon propre petit projet, soit en petite équipe, soit suivre une formation. J'avais envisagé aussi de suivre une formation en différents logiciels pour faire mon truc moi-même tout seul sur ma table et sans rien demander à personne. Mais bon, dès que j'y ai pensé, j'ai pensé immédiatement à l'idée d'un clip musical. J'avais pensé à d'autres idées, mais toujours aussi en rapport avec la musique. Mais un clip, voilà, c'est un petit format, c'est quelque chose d'assez libre. Il y a d'autres avantages, et certainement l'avantage de compter sur une bande de son, si on a la chance d'obtenir la collaboration d'un groupe ou d'un musicien que tu aimes. Voilà, c'est un rapport privilégié avec ton partenaire dans cette création. J'ai pensé du jazz au départ. j'ai pensé, il y avait plusieurs possibilités. Enfin, les possibilités, il y en avait 10 000, mais moi, immédiatement, mon premier choix, c'était Free Kitchen, parce que c'est un groupe que j'adore, parce qu'ils sont terriblement créatifs. Mathias Eklund, je pense que c'est le meilleur guitariste du monde. Bon, bah. Après, il y en a d'autres considérations, il y en a des plus ceci ou cela, mais pour moi, c'est un mec, tout respect toute proportion gardée, il a le même type de cerveau que Jean-Sébastien Bach. C'est un mec pour qui la musique n'a pas de secret, qui entend, qui voit tout au niveau musical. Il a un cortex différent. Il a un cortex ou un niveau, ou une partie du cerveau que d'autres personnes n'ont pas, ou ils ont atrophié. On l'a tous, mais pour la plupart, c'est atrophié. Je n'exagère pas. On a fait des études sur le cadavre de Jean-Sébastien Bach. On a vu qu'il avait une partie du cerveau qui est par rapport à la musique, qui est surdéveloppée. Mathias, je pense, toute proportion gardée. Jean-Sébastien Bach, le plus grand musicien de l'histoire. Mathias Eklund, le plus grand guitariste de son époque, mais quand même un énorme musicien. Un gars qui a le même type de cerveau, un cerveau surdoué pour la musique. Quand je l'ai vu jouer pour la première fois, je me suis dit à un moment donné, ce gars, il n'a pas un métronome dans la tête, il en a 4 ou 5, totalement indépendants. Parce qu'il chantait un truc et il jouait un autre.
Mais c'est pas juste le fait de chanter comme la plupart des guitaristes et musiciens professionnels savent faire, chanter et jouer en même temps, et même un peu en... Non, ça c'était pas un peu en décalage, un peu en contretemps. Là c'était des mesures complètement différentes entre ceux qui chantaient et... C'est un truc complètement délirant. D'où il sort ce mec? Bref. Bon, Free Kitchen, je les trouve essentiellement intéressants pour le clip, pour deux raisons. Ils ont énormément d'humour. C'est un des rares groupes dans le rock, dans la scène musicale, et notamment dans le métal, qui ont de l'humour, et tellement d'humour, et un humour tellement sain, et tellement... limite, c'est pas bon enfant, parce qu'ils sont péchus, mais quand même, c'est un humour, et beaucoup d'autodérision. Et le fait que ce sont trois personnages à part entière. Tu as tes trois vikings là, chacun avec son style, le beau gosse derrière la batterie, le leprechaun comme tu disais, le parachutiste, c'est un ancien sniper ce mec. Ouais. Le mec déguisé en militaire avec sa basse, là tu te dis mais d'où il sort celui-là? Et Mathias qui a une personnalité, qui sur scène il a un humour, une présence, une bonhomie, même je dirais. Puis le charisme. Donc, et voilà, et puis des gueules, quand même des sacrées gueules, intéressantes et des personnalités différentes. Pour moi, c'était trois personnages à part entière et ça s'annonçait comme un plaisir à mettre en animation, à redesigner leur faciès, à trouver les personnages. Ça n'a pas été évident, mais ça a été jouissif de trouver leur trait de caractère avec des personnages d'animation, avec un style quand même vaguement disneyen et pourtant avec une certaine ressemblance. Et en plus, pour une petite anecdote, quand je l'ai interviewé pour la première fois, il me dit « Attends, juste une seconde, je fais écouter un truc à mon fils. » Et donc, il a un petit gamin. Et j'écoute la musique, je me dis « C'est bizarre, on dirait qu'il écoute deux trucs en même temps. » Et il lui faisait écouter Strindberg d'un côté et Ella Fitzgerald de l'autre. Donc c'est dire aussi pour un métalleux, l'ouverture d'esprit musical. Il y a un passage dont on va en parler avec des notes indiennes dans le solo de guitare. Enfin bon, c'est un mec, voilà, c'est ça, effectivement, là, le cerveau, ça m'étonnerait pas qu'il soit hyper développé, parce que c'est ça, il a des antennes partout, et il met tout ça dans sa musique, et d'une manière qui n'est pas pesante, quoi. Tout est intégré avec harmonie, quoi. C'est vraiment un faiseur d'harmonie, ce mec. Et justement, pour parler tu disais une petite touche Disney, parce qu'à la base, toi, tu as travaillé sur des classiques, classiques Disney maintenant, comme moi c'est Tarzan. Maintenant, c'est des classiques pour les gens, pour moi, c'est avant-hier. Hein. Tarzan, Le Bossu de Notre-Dame, Hercule, il y en avait un quatrième que je vous Voilà, vous autres, les jeunes, pour vous, c'est des classiques. Mais tu avais un amour pour la patte Disney vintage, comme on la trouve dans les Aristochats ou les 101 Dalmatiens, et c'était quelque chose que tu voulais insuffler là-dedans, et tout en utilisant les possibilités techniques et créatives de la 3D. De la 3D, en effet. Donc, tu as voulu mixer tout ça. Tout à l'heure, je ne voulais pas être agressif envers les assistants. Je ne sais pas s'il y a des assistants parmi vous, des assistants d'animation. Mais après les années 70, vous avez vu que le look du dessin animé, des longs métrages Disney a changé. Et le trait est redevenu comme avant très lisse. Alors que pendant 2 décennies, depuis le début des années 60 et une partie début des années 70, même fin des années 50, le trait était rugueux. C'était un trait de crayon. On faisait ça, pour ceux qui ne le savent pas, les dessins des animateurs étaient utilisés, ils n'étaient pas retracés par des assistants, comme ça avait été le cas avant sur le cellulo, et par la suite. Mais on gardait les dessins des animateurs purs. L'assistant retouchait un petit peu, juste passait un petit peu coup de gomme, faisait ce qu'on appelait le touch-up. Mais du coup, les dessins, parfois même jusqu'à l'extrême de voir la construction du dessin, la boule derrière la tête, dans les lignes de construction, dans les Aristochats ou Merlin, l'Enchanteur. Voilà, c'était les vrais dessins des animateurs qui étaient projetés sur scène, projetés sur l'écran, parce qu'ils étaient simplement photocopiés sur celui-là. C'était l'invention du Xerox, c'est ce qu'on appelle, c'est l'époque Xerox. On photocopiait directement et on mettait la couleur à la gouache par derrière. Et ce look, c'est très connoté rétro, vintage, etc.
Et pour moi, c'est justement le meilleur look, le plus beau qui soit. Jamais un dessin, un dessin assisté, un dessin, une mise à net a amélioré le dessin d'un animateur. Et je suis totalement féru de ces films-là, de cette époque-là, mais de ce style de dessin-là, parce que voilà, c'est vif, c'est crayonné, c'est vibrant, c'est beau. Et je me demandais comment ça marcherait intégré dans un environnement 3D. Est-ce que ça va pas jurer un truc franchement, de façon flagrante, on constate que c'est dessiné, c'est un dessin. C'est pas comme la 3D où vraiment tu peux, les personnages 3D dans les films Pixar, que j'adore d'ailleurs, ou autres, c'est des personnages tridimensionnels, c'est tellement réaliste que ce n'est plus du tout du dessin, bien entendu. Enfin, au-delà de ça, c'est pas du tout du dessin, mais d'ailleurs, c'est des images tellement réalistes que c'est vraiment des personnages, véritablement des personnages en volume. Et ta perception du truc, c'est que c'est des personnages existants en 3D, en volume réel, avec un éclairage ultra réaliste. Ça, c'est le langage de la 3D. Et est-ce qu'un environnement 3D, avec des mouvements, notamment des mouvements de caméra en 3D, pourrait accepter, intégrer des dessins aussi rough, c'est le terme qu'on utilise, aussi crevardé, aussi crayonné, aussi charbonneux, avec un trait aussi charbonneux. Je me le demandais parce que dans les films Disney, comme La Belle et la Bête et autres, vous avez vu des grandes scènes avec des décors 3D et les personnages qui évoluent dans le décor, il y a des changements de perspective, mais le trait reste quand même assez léché parce que après, parce que voilà, c'est de l'animation qui a été après assistée. Et voilà, c'était une question. Après, ça pouvait être très bien fait, comme c'était souvent le cas. Mais bon, pour moi, ça restait à voir. Est-ce qu'un trait très charbonneux, ça s'intégrera avec le décor 3D? Dès le premier test, j'ai constaté que c'était une évidence et j'en suis resté pantois moi-même. Ça marchait de tonnerre, de feu de Dieu. Il n'y avait rien à dire, ça s'intégrait parfaitement. Ça marchait bien. Et pour moi, par l'attente que j'avais là-dessus, ça a été simplement jubilatoire. Moi, j'ai exulté, je me dis, mais ça marche trop bien, c'est trop génial. Et il y a une chose qui, moi, c'est l'un des trucs qui m'a le plus étonné, pas parce que je doutais de ta générosité ou autre, mais parce qu'en tant qu'artiste, c'est difficile de partager très souvent. Tu as fait appel à quelqu'un qu'il faut quand même absolument parler, c'est Julien Rossire, un jeune diplômé des Gobelins, voilà, et dont tu voulais non seulement l'assistance, je dirais, technique, la direction artistique sur le plan technique, mais aussi qu'il mette sa patte dans le film. C'est il a fait un boulot c'était mon bras droit, le boulot de mon bras droit. Il a fait un boulot de designer de production. On a développé les idées du clip ensemble. Mais le rôle principal que je voulais pour lui, c'était de directeur artistique. Et un directeur artistique, soit il met sa patte sur un projet, soit il ne la met pas. Soit il n'est pas un directeur artistique. Un directeur artistique, c'est ça. Celui qui imprime son style et sa façon de voir la couleur, la lumière, les textures et le traitement de l'image sur un projet, notamment d'animation. Et moi, c'est ce que je voulais, parce que je savais quel type de mise en scène je voulais, je savais quel type d'animation je voulais, et que je voulais absolument cette animation RAF. Mais je voulais vraiment quelqu'un d'autre qui apporte une patte différente au niveau de la couleur et de la lumière. Et ça a été le cas, et je l'ai trouvé en Julien. Et bon, il a été, en plus de ça, ma béquille technique pendant toute la production, et puis l'agglutinant, je dirais même, humain de l'équipe. C'est un gars, il est génial, quoi. Tu vas manger avec lui, t'arrêtes pas de rire.